Bonjour, nous avons l'habitude, vous savez maintenant dans cette chronique, et je vous en remercie, vous êtes de plus en plus nombreux, et surtout, le petit bouton, vous appuyez, c'est gratuit, s'abonner. Ça nous fait très plaisir et ça nous encourage. Donc nous avons l'habitude de nous rapprocher le plus possible de l'actualité et de vous donner des clés pour comprendre. Et puis parfois, nous ouvrons une nouvelle fenêtre sur un domaine qui, malheureusement, ne fait pas la une de la plupart de nos confrères et qui pourtant est fort intéressant. Regardez, notre confrère, Le Monde, a eu le courage, dans son supplément scientifique, qui est remarquable, de consacrer la dernière page à un pont suspendu. Parce que ce pont suspendu est le plus grand pont suspendu au monde et il se trouve dans la Turquie. Et là, je dis bravo, Le Monde. Alors, vous direz, parler d'un pont suspendu, bon, il y en a plein des ponts suspendus, mais de l'avis même d'un grand spécialiste, je voudrais dire international, Michel Virlejeu, avec qui j'ai eu le plaisir de faire pas mal d'émissions, parce que c'est tout de même le père du pont de Normandie, l'un des pères de viaduc de Millau, et bien d'après Michel Virlejeu, avec ce pont de près de 2 km de long, c'est le plus grand pont suspendu au monde et on a été aux limites de la technique, de ce que l'on sait faire. Campons d'abord le décor. Où sommes-nous? Vous reconnaissez ici la Turquie, vous reconnaissez ici la Grèce et puis la partie de l'Europe. Et entre les deux, vous voyez, il y a la mer Noire, la mer de Marmara, la mer Égée et la mer Noire et la mer de Marmara se vidangent en quelque sorte dans la mer Égée avec un canal naturel, un chenal que l'on appelle le détroit des Dardanelles, qui fait à peu près une soixantaine de kilomètres de long, de 2 à 6 kilomètres de large et 60 mètres de profondeur. Et donc, de fait, pour aller d'une rive à l'autre, soit on utilise une noria de ferryboat, soit on utilise un pont, mais le seul pont disponible, il se trouve à cette hauteur-là, c'est au niveau d'Istanbul. Donc il en fallait donc un deuxième, beaucoup plus au sud, au niveau du détroit des Dardanelles, détroit parce que c'est la partie la plus étroite, pour éviter un détour de plusieurs centaines de kilomètres. C'était donc l'enjeu. On y pensait, mais pour que les choses avancent, il fallait résoudre 3 problèmes. Un premier, une donnée purement politique, on va y revenir. La deuxième, trouver des financements, 2,5 milliards d'euros. Et puis la troisième, maîtriser la technologie dans une région très sismique, avec parfois des vents assez violents, avec des tourbillons, et puis surtout, faire une portée de plus de 2 km de long. Et ça, c'était un véritable défi technologique. On était aux limites, dit Michel Virlejeu, de ce que l'on sait faire. On va y revenir. Alors, côté politique. Vous voyez la longueur du pont entre ces 2 pylônes? 2023 mètres. On aurait pu faire 2200 mètres. Non, 2023. Tiens, ça vous dit quelque chose? Ben oui, parce que la mise en service de ce pont va se faire en 2023. Et 2023, ça correspond au centenaire de la naissance de la République laïque de Turquie. Et puis, le dernier point, tout en haut des pylônes, on va le voir, les pylônes ont la forme d'obus. Pourquoi pas? Oui, simplement pour rappeler un fait historique qui a été la victoire des Dardanelles de l'Empire ottoman sur les Britanniques. Pour franchir ce détroit d'un peu plus de 2 km de large, on avait le choix, 3 solutions. La première, la solution la plus classique, c'est de faire des pylônes espacés de 60 à 100 mètres, on met des tabliers, mais simplement de planter des pylônes dans un chenal avec le passage des bateaux, il fallait l'oublier. La deuxième solution, c'est de faire ce qu'on appelle un pont à haubans. Je m'explique, le tablier métallique, son poids, est repris par une forêt de câbles obliques qui sont ancrés au sommet d'un pylône. Autrement dit, le poids du tablier est transformé en un effort vertical dans les pylônes. Et là, on est limité par la hauteur des pylônes et surtout la profondeur de la mer qui va nécessiter un ancrage très profond. Et donc, de fait, on s'est tourné vers ce que l'on appelle la technique des ponts suspendus. Entre les 2 immenses pylônes, une portée de 2,23 m à 80 mètres
au-dessus du niveau de la mer et 334 mètres de haut. Pourquoi? Eh bien, plus le pont est long, plus ces pylônes doivent être hauts. Je vous rappelle le principe, le poids du tablier est repris par une forêt de câbles verticaux qu'on appelle les suspentes. Et ces câbles verticaux sont attachés à deux énormes câbles porteurs que vous voyez. Et donc, le poids du pylône fait que l'effort est repris ici verticalement et surtout horizontalement par les câbles. Et ces câbles sont ancrés à terre dans d'énormes massifs de béton. Ça, c'est une technologie bien maîtrisée, bien connue, sauf que là, on était aux limites du système. Restait donc maintenant la construction. Et surtout, l'autre performance, c'est un, la portée, je vous la rappelle, mais deux, que ce chantier mené par des Coréens de main de maître n'a duré que 5 ans pour à peu près 2,5 milliards d'euros. Donc, la première des choses, ça a été d'abord de s'occuper des grands pylônes verticaux de 334 mètres de haut. Donc, au fond de la mer, par 60 mètres de profondeur, on a commencé par fouiller, nettoyer le fond du sable et de la vase. Ensuite, on a consolidé le sol avec des pieux, c'est-à-dire on a fait ce qu'on appelle un phénomène de forçage. Là-dessus, on a déposé une couche de gravier de 3 mètres d'épaisseur. Pourquoi? Parce que les pylônes ne vont pas être ancrés dans le sol, parce que n'oublions pas, nous sommes dans une zone sismique active. Et donc, de fait, il faut désolidariser le pylône des mouvements du sol. Et donc, les pylônes vont reposer, par l'intermédiaire d'une semelle, sur un lit de gravier de 3 mètres d'épaisseur. Et donc, les petits mouvements du sol ne feront pas bouger les grands pylônes verticaux. Donc, restait ensuite, une fois que ça a été préparé, à terre, dans des bassins creusés dans le sol, on a construit ce qu'on appelle les semelles en béton alvéolé sur lesquelles vont reposer les pylônes. Sur ces semelles en béton, on a monté le début des pylônes, c'est-à-dire des cylindres verticaux d'à peu près 60 mètres de hauteur, de façon que la terre sorte de l'eau. Ensuite, ils vont être mis à flot, remorqués, puis immergés, coulés, où ils reposent sur le lit de gravier de 3 mètres d'épaisseur. Et c'est là-dessus que l'on va monter élément par élément jusqu'à plus de 300 mètres de hauteur les pylônes métalliques. Restait ensuite à se servir de ces câbles comme chemin de roulement pour deux énormes ponts roulements équipés de treuils. Des barges amènent les éléments, les 87 éléments du tablier métallique, et les treuils viennent les hisser à hauteur où on les accroche aux suspentes. Et élément après élément, on constitue le tablier. Point important, regardez bien, ce tablier n'est pas constitué d'une seule travée, est constitué de deux travées avec 3 voies de circulation pour chacune, indépendantes, de façon, et ça c'est l'un des secrets de la réussite, d'annihiler les effets aérodynamiques du vent. C'est-à-dire qu'en cas de turbulence de vent, le vent, l'effet du vent sur le tablier, qui pourrait le faire osciller, fait qu'on a une déportance. C'est-à-dire que le tablier va se comporter comme une aile d'avion à l'envers. Et au lieu d'être soulevé par le vent, ce qui serait dangereux, il est plaqué vers le sol et tire donc sur ses suspentes. Tel est donc le secret de la réussite de ce magnifique ouvrage d'art qui, je vous le rappelle, tout de même, a été construit en seulement 5 ans. Donc, un record du monde a été battu avec un pont suspendu de 2 km de long. On peut se demander, est-ce que l'on pourrait aller au-delà? Et on envisage, par exemple, un pont entre l'Italie et la Sicile. Enfin, c'est toujours l'Italie, mais entre l'île de la Sicile et la partie continentale de la botte italienne. Et là, il faudrait une portée de 3 km. Et simplement, on dit oui, on pourrait le faire. Attention aux effets aérodynamiques, mais surtout, dit Michel Virlejeu, à ce moment-là, le poids du tablier serait tel qu'il nécessiterait des câbles aussi lourds que le tablier. Donc là, c'est impossible, on serait aux limites techniques possibles.
Mais quand on regarde la construction, parmi les ponts suspendus, on en fait de plus en plus grands. Et le plus célèbre de tous les ponts suspendus, ça a été un pont emblématique dans les années 30, par sa portée, par son élégance, par sa couleur rouge qui est déposée, qui est brevetée. Vous le devinez? Ben oui, c'est le fameux Golden Gate à San Francisco. Et on ne peut pas aller à San Francisco sans aller se promener sur le Golden Gate. Dernier point, ce qui est remarquable du côté américain, c'est qu'il y a un musée dans lequel on retrouve les principaux éléments et on vous explique avec des maquettes la construction. Et bien, ce que je vous propose, c'est un retour en images sur l'histoire et la construction du Golden Gate. 1929, pour la première fois, les Américains découvrent ce que signifie le mot chômage. Les usines ferment et les travailleurs piétinent devant les bureaux d'embauche. Pour sortir de cette crise économique, le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, a l'idée de lancer le pays dans de grands travaux. C'est l'époque où les États-Unis luttent contre la désertification du Middle West, où on se lance dans la construction de grands barrages sur le Colorado, où on irrigue la Californie et où on décide de construire un immense pont sur la baie de San Francisco. Car malgré la crise, les Américains continuent de rouler en voiture. L'armada de ferry n'arrive pas à faire face au trafic. En 1932, un contrat de 25 millions d'euros est signé pour la construction d'un gigantesque pont suspendu de 1600 mètres de long. Sur la rive sud, à flanc de falaise, ce sont les fondations du premier pylône et la construction d'un massif de béton de 50 000 tonnes destiné à recevoir l'amarrage des câbles. Ici, on est au royaume de Gulliver. Tout est gigantesque, puisque le bloc a la taille d'un immeuble de 7 étages. Jour et nuit, dans le vent, dans le brouillard, le chantier avance. Côté sud, les choses sont plus compliquées, puisque le pilier doit reposer en pleine mer par 45 mètres de profondeur. D'où la nécessité de travailler dans une enceinte. Voici les deux génies à qui on doit ce pont. Joseph Strauss à gauche, l'ingénieur en chef, et Erwin Morrow à droite, l'architecte, à qui on doit l'élégance de l'ouvrage. Pendant ce temps-là, les immenses pylônes métalliques de 220 mètres de haut arrivent en pièces détachées et sont assemblés tel un gigantesque mécano par deux immenses grues. En tout, 83 000 tonnes d'acier assemblées en seulement 2 ans. 2 tours d'acier qui dominent la baie encore libre et qui attendent leurs câbles. C'est au tour des câbles d'être fabriqués sur place à partir d'un seul brin qui fait des milliers d'allers-retours entre les deux pylônes d'amarrage. De brin en brin, acheminés par un astucieux téléphérique, on forme 61 taurons. Les taurons resserrés forment ensuite un câble de 92 cm de diamètre. Reste ensuite à fixer les suspentes auxquelles on accroche les éléments du tablier métallique. Un travail pharaonique pour ces hommes araignées suspendus au-dessus des flots dans le vent et dans le brouillard. Un dernier coup de peinture du célèbre rouge orangé et 4 ans plus tard, le 28 mai 1937, le pont est achevé et inauguré à l'américaine.